Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Avec à la une ce soir, la présentation d'un salon très attendu du 10 au 12 septembre prochain au Grimaldi Forum. Le salon Ever Monaco qui marque le retour d'une activité très impactée depuis le début de la crise sanitaire. Dominique Gâteau, ingénieur, entrepreneur, sera avec nous dans un instant pour évoquer la ville de demain, les immeubles, les transports du futur, avec en exergue pendant ce rendez-vous désormais incontournable dans notre environnement, un concours toujours aussi relevé en matière de projets innovants. Autre secteur durement touché pendant cette longue période d'attente, celui du tourisme qui s'est battu avec ses armes, ses idées et ses traditions à l'image des guides conférenciers de Monaco qui dresseront ce soir l'état des lieux dans leur domaine aux côtés de Vanessa Dessy. Les travaux du moment et une étape d'importance devant le nouveau centre hospitalier Princesse Grace, les conditions de circulation du moment, l'actualité près de chez vous à venir, avec notamment en ces tout derniers jours du mois d'août, le Tour de France à Nice, avec pas moins de 3 étapes, samedi, dimanche, lundi, autour de la ville du Grand Départ 2020. L'ancien champion cycliste Laurent Jalabert sera avec nous dans 10 minutes pour revenir sur les mesures de sécurité sanitaire mises en place sur la Grande Boucle, le parcours et ses difficultés bien sûr, un tour forcément pas comme les autres. Mais je vous le disais, l'actualité du jour nous emmène tout d'abord à faire un point sur la tenue des salons ces prochains jours. Bonsoir Alexandra Pani. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Septembre est traditionnellement un mois riche en événements, principautés. Alors qu'on pensait que la reprise des salons et congrès serait amorcée lors de cette rentrée, ils sont nombreux à annuler, à l'image de la 64e édition des rendez-vous de septembre. Ce congrès des acteurs du marché mondial de l'assurance avait déjà annoncé son retrait pour cette année. Le Monaco Yacht Show avait quant à lui essayé de proposer une version réduite, mais les organisateurs ont dû se résigner. 3 autres salons prévus, eux, au Grimaldi Forum, ont également pris la décision d'annuler leur venue. Il s'agit de One-to-One e-commerce qui devait se tenir début septembre, mais également Fun Forum en octobre et Data Cloud qui devait se tenir en fin d'année. Et certains ont pu tout de même, Alexandra, maintenir leur rendez-vous. Oui, ce sera finalement le salon Ever qui relancera l'activité. 3 jours consacrés aux véhicules écologiques et aux énergies renouvelables. Au programme, des tables rondes, un espace d'exposition et tests de voitures et des conférences scientifiques qui auront lieu exceptionnellement par visioconférence. Cette année encore, les résultats du concours Meta Europe autour de la ville durable seront dévoilés lors du salon. Le 6e Riviera Electric Challenge aura bien lieu lui aussi. Le départ sera donné le 10 septembre à Cannes-sur-Mer. Et avant de s'attarder sur le salon Ever Monaco, avec notre premier invité ce soir, Dominique Gâteau, cette nouvelle qui nous vient d'Allemagne et qui n'arrangera pas les organisateurs de salons dans la région. Effectivement, depuis lundi soir, l'Allemagne a annoncé que les voyageurs revenant d'Île-de-France et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur devront se soumettre à un test de dépistage et observer une quarantaine le temps du résultat. L'Allemagne craint en effet une deuxième vague et prend ainsi ses précautions. La semaine dernière, c'était la Suisse qui avait inclus dans sa liste rouge Monaco. Et très heureux dans ces conditions de recevoir ce soir sur Monaco Info l'un des participants au futur salon Ever les 10, 11 et 12 septembre prochains. Dominique Gâteau, ingénieur, entrepreneur, issu de l'école des mines, l'IMT Lille-Douai, et spécialiste du monde de demain, avec vos nombreuses études bien sûr, sur le thème de la ville durable. Dominique Gâteau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là pour accompagner, surveiller, regarder ce qui se passe dans le monde de demain, finalement dans ce qui sera ce qu'on appelle la future Smart City. Oui, bon, en fait, surtout, on est là en tant que groupe IMT d'école d'ingénieurs et d'école de management par rapport à notre concours META, qui est un concours pour les projets innovants dans le domaine de l'énergie verte et de tout ce qui est durable. Avec des jeunes qui font donc un concours, en plein milieu du salon Ever, il y aura un jury de spécialistes pour décerner des prix, évidemment. Qu'est-ce que vous avez déjà pu voir ou suivre, vous, déjà même côté personnel ? Dans le concours, bon, il y a différentes choses intéressantes, notamment déjà un projet qui était déjà là quelques années, qui avait été primé, qui sont les vélos en bambou Haibou notamment. C'est pour ça que ce salon Ever est important, avec des idées que vous pouvez suivre, vous qui avez une expérience notamment à l'étranger. On a vu déjà, j'ai regardé un peu les initiatives donc, de Monaco dans le domaine de la ville durable et de la Smart City, et les différentes démarches comme City Mapper, etc. montrent bien que Monaco est engagé dans cette démarche. Ça va d'où à où finalement, ça va cette évolution vous parlez de City Mapper jusqu'à, je sais pas moi, jusqu'à l'asphalte et un goudron qui peut nous éclairer ?
En fait, la concentration de tout ça, c'est les données qui permettent aux citoyens qui soient donc dans le bâtiment ou aux citoyens de la ville de mieux vivre et aussi aux exploitants de mieux gérer. On en parle souvent ici avec Albert Croesi, le délégué interministériel, chargé également de la qualité de la vie. Le META, on rappelle pour ce concours, METHA, c'est la maîtrise de l'énergie dans les transports et l'habitat. Ça veut dire que c'est un tout finalement. Rien ne peut être séparé. La technologie est liée au social, est liée à l'environnemental. Et je dirais qu'en fait, le thème de la ville durable, c'est en fait une posture, c'est une attitude, c'est avant toute chose. Alors c'est quoi? Ça ressemble à quoi cette ville de demain, cette ville idéale selon vous, Dominique Gatteau? Bon, je pense que c'est avant toute chose une ville respectueuse de tout un chacun. C'est un peu peut-être bateau cette démarche, mais encore une fois, le numérique n'est qu'un outil pour faire en sorte que la ville soit communicante. C'est ça le plus important. Qu'est-ce qui manque pour terminer? Alors peut-être sommes-nous parfaits. Est-ce qu'à Monaco, on n'est pas loin finalement de la Smart City idéale, de la Smart Building parfaite, ou on est encore loin? Écoutez, je pense qu'il y a un gros travail qui a été fait, notamment par l'équipe de M. Ginta, et je pense que vous êtes vraiment parmi les précurseurs de cette démarche. Vous avez beaucoup travaillé sur l'aspect, je dirais, tourisme, citoyen, avec la navette, etc., les aires connectées, sportives. Je crois que ça ne peut pas se faire dans le futur sans ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir les bâtiments intelligents, les bâtiments connectés, parce qu'on ne peut pas parler de ville intelligente si on n'a pas avant tout des bâtiments intelligents. Merci mille fois d'avoir répondu à nos questions. Merci ce soir. de votre accueil. Merci à vous. À très vite dans une autre vie, une autre ville. Peut-être. À bientôt. Au revoir. Tourisme d'affaires, salon, rendez-vous qui se ferait un chemin tant bien que mal pour exister, maintenir l'activité à flot ici au bord de la Méditerranée, comme le tourisme individuel et ceux qui font appel en général, Vanessa Dessy, aux guides conférenciers pour visiter et découvrir très souvent nos trésors cachés. Et oui Christophe, ici, habituellement, en plein cœur de Monaco-Ville, les ruelles sont bondées de monde, le tourisme est fortement touché par la crise que nous traversons et les guides touristiques rencontrent de nombreuses difficultés. C'est une activité qui est totalement à l'arrêt depuis le confinement et la reprise est attendue au mieux pour le printemps 2021. La clientèle française n'est pas véritablement notre clientèle puisque nous, à 90-95%, notre clientèle est américaine, sud-américaine et anglo-saxonne. La crise sanitaire a accéléré la précarité des guides conférenciers. La situation est devenue catastrophique pour certains d'entre eux. Aujourd'hui, ils pensent à se réinventer, voire à se reconvertir professionnellement. Le métier de guide est par définition un métier précaire, que les guides travaillent à la mission pour plusieurs entreprises et que toutes ces entreprises sont sans activité. Et beaucoup de guides ont dû se reconvertir, aller travailler, faire des ménages. Certains doivent vendre leurs appartements et ont des situations de famille très difficiles en fait. Ils font pourtant partie du paysage monégasque. Les guides conférenciers sont des médiateurs du patrimoine. Ils sensibilisent le public à l'histoire d'une ville, d'un pays. Le métier de guide, ce n'est pas un métier qui s'improvise. Comme je le disais, ce n'est pas parce qu'on sait conduire une voiture qu'on devient taxi. Même si nous ne sommes que 2 km², Monaco a un patrimoine et une histoire qu'il faut absolument valoriser. Vous avez ici une inscription qui date du XVIe siècle, donc qui a été apposée par le propriétaire de cette maison et qui présente toute la subtilité de la vie, puisqu'il est inscrit une partie en espagnol, une autre à la taille en italien, c'est-à-dire que toutes les choses de ce monde sont éphémères, hormis la gloire et la célébrité. Et cette crise aura permis aux guides touristiques de revenir aux fondamentaux avec plus de partage humain et de solidarité entre professionnels. Merci Vanessa Dessy. Touristes en masse attendus ce week-end pour le grand départ du Tour de France décalé pour cause de Covid de 2 mois. Il y a 4 jours maintenant de la première étape, beaucoup d'incertitudes planent encore sur l'organisation sanitaire autour de l'événement et de la présence de tous les coureurs
annoncé. Laurent Jalabert, ancien numéro 1 mondial et consultant cyclisme pour France Télévisions et RTL, nous attend en pleine révision, visiblement, en pleine préparation de l'événement. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Consultant pour France Télévisions et RTL, vous l'ancien numéro 1 mondial, grand cycliste, vous avez porté tous les maillots, toutes les couleurs. Hein. Je les ai tous portés, je ne les ai pas tous gagnés, je ne les ai pas tous ramenés à Paris, mais je les ai tous portés sur le Tour, ouais. Ah, le plus beau, c'est lequel? C'est le maillot à pois ou c'est le maillot bleu, blanc, rouge au sommet de Mende? Le plus beau, c'est le maillot jaune. Après, c'est aussi le plus convoité, du coup, c'est bien sûr compliqué de le ramener jusqu'au bout. Mais j'ai la fierté de l'avoir porté quelques jours quand même, 2 journées en 95, 2 journées en 2000, et d'avoir ramené 2 fois le vert et 2 fois les pois les Champs-Élysées. Donc ça, c'était... le pois, c'est très bien. C'est bien. Sympa, le public aime bien. Ah, le pois, on aime, hein. Évidemment. Il y a une sorte de légende pour ce maillot petit pois rouge. Ce sera un grimpeur cette année qui va s'imposer automatiquement. Depuis un moment, le Tour est très difficile quand même. Hein. Grimpeur-rouleur? Rouleur, non, parce qu'il n'y aura qu'un contre-la-montre à la veille de l'arrivée, et c'est un contre en côte. Donc oui, forcément, c'est un verso qui va grimper, qui va s'imposer. Les différences, elles se font surtout en montagne. C'est là que la course devient difficile. Et il y aura pratiquement tous les deux jours une étape compliquée, soit une arrivée au sommet, soit une étape ou accidentée, ou de montagne. Donc un Tour de France qui promet d'être super sympa. Et on le voit parce que la deuxième journée, le dimanche, ça va déjà monter. Le col du Turini qu'on a pratiqué pendant le Paris-Nice, c'est une étape pour, allez, disons-le tout de suite, un Julien Alaphilippe par exemple. Hein. Ça pourrait, effectivement. Julien va trouver, je pense, sur ce Tour de France, plusieurs étapes qui lui conviendront très bien. Et celle-ci, au col du Turini, je pense qu'il l'a reconnu et à mon avis, il a très envie de s'y imposer. Ah, vous avez vu, on est tous excités hein, à l'idée de retrouver les coureurs encore une fois sur le départ de la Grande Boucle, mais on n'oublie pas tout ce qui se passe autour du Tour de France. Et justement, on le voit bien, il y a eu très très peu de jours de course en raison de la Covid-19. Ça veut dire que tous les hommes seront frais aussi au départ. Ils sont frais, ils sont motivés, ça c'est sûr. En revanche, ils ont une préparation qui est peut-être pas la meilleure, enfin en tout cas qui sort de leurs habitudes. Et du coup, il y a des surprises aussi, on le voit déjà. Il y a des coureurs qui calent alors que c'est pas forcément dans leur habitude de caler parce que la préparation n'a pas été la meilleure. Donc il y aura certainement de belles surprises, des bonnes, moins bonnes, mais c'est un tour très indécis, même si pour remporter le tour, effectivement, il faut être un coureur aguerri et avoir cette capacité de tenir 3 semaines. Ils ne l'ont pas tous. On n'a pas fait de vélo à l'extérieur pendant un long moment. On l'a presque oublié. Effectivement, en France, en tout cas, c'était interdit. Dans certains pays, il y avait un périmètre autorisé. Les coureurs ont pu sortir pour certains. En Belgique, notamment, c'était le cas. Hein. Ils ont pu aller dans un périmètre de 30 km, donc faire un peu de route. Hein. Donc, au début, c'est forcément difficile pour les professionnels du cyclisme parce que c'est leur gagne-pain, parce que c'est leur passion et parce que tous les jours, ils ont cette habitude-là. Et quand tu les stoppes dans cet élan, c'est forcément, tu ne trouves plus de raison à te lever le matin. Mais tu gardais le cap. Après quelques semaines et quelques mois, on se rend compte qu'on retrouve les mêmes. Hein. Et avec des niveaux de forme qui varient un petit peu, mais on retrouve quand même les mêmes. Donc, ils ont se préparer malgré tout avec les moyens du bord, avec notamment effectivement de l'entraînement indoor. L'entraînement indoor. Alors là, on va se retrouver cette fois dans une bulle sanitaire. Ça veut dire qu'on ne pourra pas approcher, faire les photos habituelles, parce que c'est un sport populaire. Vous le savez, vous êtes un magnifique exemple. Vous qu'on surnommez le panda, Laurent Jalabert. Les gens aiment voir leur champion. Ça va être compliqué ce rapport public-champion, surtout sur le Tour de France, qui est la plus belle épreuve. Hein. Compliqué, oui et non. C'est déjà tellement bien et important que l'épreuve puisse se dérouler qu'on va se satisfaire de ça. Alors effectivement, le vélo, c'est un des rares sports professionnels où on peut aller taper sur l'épaule du champion. Bon, mais pour cette fois-ci, on ne le fera pas. Et les champions seront mis un peu à l'écart, ils seront préservés parce qu'il ne faudrait surtout pas que l'un d'entre eux attrape le virus et qu'il se propage ensuite dans le peloton, ce qui voudrait dire que la course aurait peu de chances d'aller jusqu'à son terme. Est-ce que les gens ont tous le masque au bord de la route? Est-ce que vous, par exemple, je vous ai vu sur Oui. Dauphiné Libéré, vous étiez entouré de personnes toujours bien protégées? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Je crois que c'est bien ancré maintenant dans l'esprit des gens. Il faut faire attention, protéger. On n'a pas peur forcément du voisin, mais on a peur d'un virus et il faut faire attention à ce qu'il ne se propage pas. Donc les gestes barrières, ça a été martelé. Donc je pense que tout le monde les connaît maintenant et les applique dans son propre intérêt et puis parce qu'on a envie de pouvoir profiter de la fête le plus longtemps possible et surtout de ne prendre aucun risque. Le départ, c'est samedi. On aura l'occasion de se retrouver, évidemment. Merci à vous et puis bon Tour de France. Vous étiez en duplex avec nous, justement, de chez nos confrères de la télévision publique. Merci, au revoir. Pas inutile non plus de rester encore quelques instants sur la route du Tour de France pour un point circulation futée avec vous, Alexandra Pagny.
Oui, c'est un événement très attendu de ces prochains jours, Christophe, mais qui apporte forcément quelques déconvenues. À partir de jeudi, si vous sortez de Monaco en direction de Nice ou des stations de ski, il faudra prendre vos dispositions et bien se renseigner sur le parcours du jour, et ce jusqu'à la 3e étape qui se déroulera lundi 31 août. Il est demandé de privilégier l'autoroute A8 et la voie Matisse dans Nice. La circulation sera interdite sur toutes les voies empruntées par la course aux dates et horaires indiqués. Si vous devez vous rendre à l'aéroport, les accès et sorties bord de mer seront fermés samedi de 9h à 19h et dimanche de 10h à 14h. Pour connaître en détail la liste des routes coupées, je vous invite à vous rendre sur le site de la métropole Nice Côte d'Azur, où vous pouvez également télécharger l'application Nice 2020. Et on n'oublie pas que nous connaissons chez nous déjà quelques déviations de saison, Alexandra. Oui, on en profite pour faire une piqûre de rappel sur 2 axes qui sont actuellement en travaux. Le sens de la rue Platy est inversé du numéro 51 au numéro 29 bis et la circulation est totalement fermée du numéro 26 au numéro 4. L'accès au parking des riverains est régulé par des feux tricolores. L'avenue de Fontvieille est quant à elle fermée à la circulation dans le sens descendant. Des travaux d'été qui se poursuivent avec une avancée historique en ce qui concerne, Vanessa Dessy, la voirie devant le tout nouveau centre hospitalier Princesse Grace. C'est une étape importante de franchie qui libère la nouvelle zone de travaux pour le futur hôpital de Monaco. L'opération prévoyait par anticipation le dévoiement de l'avenue Pasteur prévu fin septembre, début octobre. Pour ce faire, on avait un reprofilage de cette route, c'est-à-dire qu'on l'a redescendu à un certain niveau acceptable pour pouvoir anticiper le virage qui va passer, la route va passer dans l'ouvrage actuel du CHPG qui est construit et qui va ressortir plus loin au Tamaris. C'était de ramener la route à l'altimétrie qui permettait ensuite de faire la jonction future et à la fois de mettre des enrobés avec un tapis général d'enrobés propres pour que le lendemain matin, on puisse restituer une zone en toute sécurité. Le challenge a été relevé grâce à une bonne préparation. La semaine dernière, des repérages ont été réalisés au niveau des différents accès au réseau. On ne se rend pas compte, c'est que sur la route, ça vit. Il y a une vie sous la route. Il y a de l'eau, il y a des téléphones, il y a de l'électricité, tout ce qui est vital pour la vie d'un bâtiment. Ces accès, ils étaient soit plus hauts, soit plus bas que la route, puisqu'on avait des altimétries qui avaient été faites pour reprofiler cette route. Ce travail préparatoire était fondamental. Sans cela, on n'aurait pas pu, cette nuit, réaliser les travaux comme ça a été fait et avec un franc succès. Au-delà d'une étape historique dans l'avancement du projet du nouvel hôpital de Monaco, il s'agit là d'une véritable prouesse. Au petit matin, les équipes se félicitent d'avoir pu réaliser ces travaux en un temps record sans perturber la circulation. Reportage, Vanessa Dessy. Et voici quelques idées de sorties culturelles pour ce week-end. Avec vous, Alexandra Pani. Oui, Christophe, et on commence avec du théâtre. Vous le savez maintenant, le Fort Antoine fête ses 50 ans cette année. Pour vendredi, je vous propose Un seul en scène, adapté du roman de Thomas Bernhardt, Maîtres anciens, comédie. Nicolas Bouchot offre un monologue ininterrompu, mettant en voix des personnages solitaires, misanthropes. Pensez à réserver vos places pour ce vendredi à 21h30. Et pour les mélomanes ? On reste du côté du Rocher. Pour son 2e concert de la saison, le Festival international d'orgue de Monaco propose In Memoriam, un hommage à Roland Falcinelli pour commémorer le 100e anniversaire de sa naissance. Rendez-vous dimanche à 17h en la cathédrale de Monaco. Avant de nous quitter, Alexandra, on s'intéresse aux prévisions météo pour demain. Ce sera une journée sensiblement comme aujourd'hui, Christophe. Le soleil sera présent sur une grande partie de la journée, avec toutefois quelques passages nuageux. Les températures seront agréables de 20 à 26 degrés. Pour les baigneurs, l'eau est toujours à 26 degrés. Nous fêterons ce mercredi les Natacha. Merci Alexandra. À demain. Et comme chaque soir, on termine ce journal en images et des photos au cœur d'une nuit de travaux d'aménagement signée Manu Vitali. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Continuez à prendre soin de vous et de ceux que vous approchez. Je vous donne rendez-vous demain 19h pour un nouveau journal. Plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info.